de Saint-Valentin, eh bien, l'effervescence est totale sur la toile. Nous réservons le droit d'en parler dans ce numéro. Ce sera pour demain. Mais aujourd'hui, nous nous intéressons à un phénomène traditionnel qui a défrayé la chronique ici même en Côte d'Ivoire il y a de cela quelques semaines. Le balai utilisé comme un détecteur de mensonges. Pour en savoir un peu plus, restez avec nous parce que c'est midi. C'est midi, c'est maintenant. Et je retrouve ma team du jeudi toujours avec le même enthousiasme, le même engouement. Docteur Paulus. Paulus Agathon est avec nous, ça va? Oui, bien sûr, ça va très bien. Bonjour Caroline. Bah ouais, il faut partager de la bonne humeur et la bonne humeur, je la vis au quotidien, notamment avec vous. N'est-ce pas, n'est-ce pas? En tout cas, moi, je suis toujours heureuse de vous avoir dans mon équipe et puis heureuse aussi d'avoir Manuela. Oh, la belle Manuela. Mielleux que Paulus aujourd'hui. Hein. Pardon? Je n'aurais pas des propos aussi mielleux que Paulus aujourd'hui, ça n'aura pas les mêmes effets, mais je suis tout de même ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Ah bon, d'accord, d'accord, on va faire avec. Hein. On n'a pas le choix. Je ne sais pas s'il faut dire le juge ou le docteur. Quelle appellation vous convient? Docteur juge. Docteur juge, merci de recevoir le docteur juge. Philo, comment vous vous sentez dans votre peau aujourd'hui? Pas du tout bien, franchement. Oh là là. Avec ce que vous annoncez déjà, vous savez, nous les hommes de droit, quand en pareille situation, il faut dire le droit. Et quand c'est comme ça, détecter le mensonge à travers balai qu'on devait prendre normalement pour nettoyer nos maisons. Mais nous sommes peinés au niveau de la justice ivoirienne. Nous sommes peinés et nous allons dire le droit. Et à travers cette piqûre, nous allons piquer très haut, très fort. Aïe, aïe, aïe. Nous allons piquer très fort. Voilà. Il faut que c'est bon, oh. Le docteur juge qui a sa toge, mais qui a également sa piqûre, n'est-ce pas? 6 mois de prison pour vous. Non. Merci beaucoup, docteur Philo. Et juste à ma gauche, avant même de présenter mes invités qui sont à gauche, laissez-moi vous communiquer le thème du jour. Daouda, accusé d'avoir volé 5 millions de francs CFA. Comment le balai a menti sur moi? Comment le balai m'a humilié, si vous le voulez? Alors, on va commencer donc par monsieur Zabi Frédéric. Bonjour. Bonjour, madame. Vous êtes psychologue, psychothérapeute, éducateur parental. Oui, tout ça pour moi seul. Tout ça pour lui. En tout cas, on est content, on est ravis de vous avoir sur ce plateau et ravis de savoir que dans quelques instants, vous allez éclairer notre lanterne sur ce sujet. Le plaisir est partagé. Le plaisir est partagé, hein. Voilà. Notre ami est là avec nous, Dongui Nda Daouda. Tout de suite, quand on entend le nom, on pense à un homme, mais c'est une femme, une très belle femme d'ailleurs. Bonjour, vous allez bien? Ça va. Ça va? Tout va bien? Ça va. Vous n'êtes pas timide, je vous ai entendu parler, on a échangé. Pourquoi du coup? Ce sont les projecteurs ou quoi? Détendez-vous, on est avec vous. Eh bien, avant d'aborder les échanges en plateau, nous allons tout de suite aller pour la reconstitution des faits avec bien sûr la voix d'Adji Raymond. A tout de suite. Encore une autre affaire de balai détecteur de mensonges. Après l'épisode des Versailles qui a défrayé la chronique sur les réseaux sociaux en Côte d'Ivoire, Dongui Nda Daouda dit avoir été également victime de cette pratique mystique. Anciennement employée en tant que comptable dans une entreprise fondée par l'ami de son fiancé, elle entretient des rapports cordiaux avec le reste du personnel, y compris le frère cadet du patron. Cette bonne ambiance prend fin le jour où elle apprend qu'une somme de 5 millions de francs CFA a disparu de la caisse. Stupéfaite, d'autant plus qu'elle venait d'effectuer pour le compte de son entreprise un retrait de 8 280 000 francs CFA la veille. Tout de suite, les soupçons se dirigent vers elle. Et c'est pour faire la lumière sur cette affaire qu'elle est envoyée devant une consultante mystique, la même d'ailleurs qui a traité le cas du DJ incriminé pour le présumé vol de 50 000 francs. Le balai la déclare coupable. Mais plus tard, les faits vont démontrer l'inexactitude du verdict de la voyante. L'affaire suit son cours en justice. Comment les événements se sont-ils déroulés par la suite?
Explication dans quelques instants avec Caroline Da Silva. Et oui, tout comme vous, nous sommes très pressés de connaître la suite des événements, de savoir comment est-ce qu'elle a été accusée et comment est-ce qu'elle s'est retrouvée, bien évidemment, sur le plateau de ce midi et pourquoi elle est avec nous. Alors, Daouda, j'aimerais savoir, je sais par exemple que le 20 juin 2016, vous avez intégré une entreprise de transit et tout allait bien, tout se passait bien, comme on l'a entendu tout à l'heure dans le récit. Et jusqu'à la date du 15 décembre 2017 où vous êtes accusé de vol. On rappelle que vous étiez donc la comptable de l'entreprise. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu d'abord comment vous êtes arrivé dans l'entreprise? En fait, merci de me donner la parole. Je vous en prie. Pour m'exprimer sur ce plateau. Bon, le 20 juin 2016, j'ai intégré la boîte de transit par le biais de mon fiancé. D'accord. Parce que c'est le patron en question, c'était son frère. Ils sont tellement meilleurs amis qu'ils s'appellent frère. Okay. Parce que le patron en question a vécu chez mon fiancé durant 2 ans. Donc c'est des amis de longue date, oui. Voilà. Donc il a ouvert sa boîte et il a dit à mon fiancé qu'il avait besoin d'une secrétaire. Puisque quand il n'y a personne au bureau, le bureau reste fermé. Quand les clients viennent, il n'y a personne pour les recevoir. Donc c'est dans cette optique que mon fiancé m'a fait part de ça. Il m'a dit qu'il y a mon frère qui aimerait avoir une secrétaire tout au. Donc quand il a parlé de ça à son frère, bon, son frère lui a dit, et puis lui, il lui a dit que ma femme est là. D'accord. On va quand même essayer d'aller à l'essentiel. Hein. Donc, finalement, j'ai intégré la boîte. Et vous intégrez la boîte. Donc, par le biais de l'ami à votre fiancé. Et tout se passait bien. Oui, tout se passait bien, tout. Parce que vous aviez de bons rapports avec les autres collègues, oui. avec l'ami de votre fiancé aussi. Parce que lui, il était considéré comme mon mari, au fait. Puisque souvent, c'est comme ça on s'appelait. Souvent, même quand il y a des trucs, il dit c'est ma femme, tout. Puisque je l'ai connu en 2005, le patron en question. Depuis 2005, parce que quand j'ai connu mon fiancé en 2005, je l'ai connu également. D'accord. Parce que les deux venaient tout le temps me voir. Quand l'autre venait me voir, il était toujours accompagné de son frère. Il me l'a présenté en tant que son frère. C'est à la suite, bon, c'est quelques temps après que moi j'ai su que c'était son ami, c'était même pas son frère, puisqu'il s'appelait frère. Donc on avait de très bons rapports, on se connaissait bien avant. D'accord. Expliquez-nous alors les circonstances de ce vol-là. Oui. Pourquoi les soupçons se sont dirigés vers vous? Qu'est-ce qui s'est passé concrètement ce jour-là? En fait, ce qui s'est passé le jour-là, parce que comment je suis arrivée, en fait, j'avais l'habitude de faire des décaissements. Au début, c'est le petit frère en question qui gérait la caisse. C'est-à-dire le petit frère du boss? Le petit frère du patron, même père, même mère. C'est lui qui gérait la caisse. Moi, je ne gérais pas la caisse. D'accord. Moi, je faisais qu'encaisser les chèques à la banque et je remettais toujours l'argent au petit frère. Donc, arrivé à un certain moment, le grand frère a dit il n'arrive pas à faire le point avec le petit frère en question, qu'il y a des trucs qui ne tombent pas. Donc, il faudrait que moi, je gère la caisse. En plus d'aller faire les décaissements à la banque, je devais gérer la caisse aussi. Donc, j'ai trouvé ça bien, tout. Donc, quelque part, vous êtes en train de nous dire qu'il y avait une petite crise de confiance entre le directeur et son frère. D'accord. Parce que quand j'ai commencé à gérer, c'est moi qui gérais. La clé du tiroir, au fait, la caisse, c'est un bureau. Le bureau, il y a 3 tiroirs qu'on remet l'argent à l'intérieur, au fait. Donc, dans les tiroirs, chaque tiroir même avec des fausses sommes. Parce que je marquais, au fait, sur chaque somme d'argent, le client en question, où l'argent a été pris, c'est le premier tiroir du haut. Bon, nous tous, on savait dans l'entreprise que, bon, il y avait un gros client, lui, il donnait de fortes sommes. C'était le plus gros client de la boîte. Donc, lui, son argent était à part. On ne mélangeait pas avec les autres clients, tout. Donc, à la veille, le 14 décembre 2017, j'ai fait un retrait à la banque de 8 280 000 francs. Donc, quand je suis revenue au bureau, j'ai fait un décaissement de 1 700 000 dans les 8 280 000 francs que j'ai remis à un collègue qui devait aller faire des courses au port. Donc,
chaque fois que je rentre à la maison, parce que moi je rentre à 17h, le petit frère, comme lui, il habite Trècheville, parce que la boîte se trouvait à Trècheville. Comme il habite à Trècheville, lui, il peut rester tardivement. Oui, il peut rester 20h, 21h, parce que souvent, après moi, il y a des décaissements à faire. Donc, le patron, au début, moi, je rentrais avec la clé. Mais arrivé à ce moment, le patron a demandé à ce que je laisse la clé avec son petit frère. Parce que, comme je rentre tôt, il faudrait qu'on fasse des décaissements après moi. En cas de besoin. Oui. Donc, c'est ce qu'on faisait. Au fait, c'est une famille. C'était la routine et il n'y avait pas de suspicion. Il y avait une confiance absolue, au fait. Parce que le petit frère et moi, il n'y avait pas de problème. Vous aviez de bons rapports. On avait de bons rapports avec tout le monde, même avec son grand frère Toto. Donc, le vendredi, quand je suis arrivée, parce que c'est la veille que j'avais fait le retrait à la banque. Le vendredi, quand je suis arrivée, parce que quand je viens d'habitude, je fais mon petit café, tout. Je suis venue comme si de rien n'était, au fait. Quand je suis arrivée le matin... Mais vous ignoriez tout ce qui vous attendait, en fait. Quand je suis arrivée le matin, j'ai trouvé le patron et son petit frère au bureau. J'ai trouvé ça un peu bizarre, parce que le patron n'a pas l'habitude d'être tôt au bureau. À 8h, je suis arrivée, il était déjà là. Moi, j'ai dit au petit frère, il dit, ah, le patron est vite arrivé aujourd'hui. Il dit, ah, mon cher. Donc, bon, j'ai vu ça... Bon, il n'y avait rien, au fait. Donc, il y a un autre collègue qui est arrivé après moi. Lui m'a demandé 2 billets de 5 000. Donc, je suis allée dans le deuxième tiroir, parce que moi, je sais comment je classe mon argent. Je sais où il y a les billets de 5 000 et autres. Donc, j'ai enlevé les 2 billets de 5 000, je lui ai remis. Donc, après ça, parce que la clé, quand je suis arrivée, j'ai pris avec le petit frère. Voilà, enlevé les 2 billets de 5 000. Donc, après ça, il m'a dit, ah, Dongui, j'avais besoin de 1 400 000 et quelques. La dernière fois, il n'y avait pas l'argent. Donc, il faut voir, comme hier, tu allais faire un décaissement, tout. Bon, au fait, quand il a demandé les 1 400 000, le petit frère a répondu automatiquement, est-ce qu'il y a l'argent dans la caisse? C'est là où je lui ai dit hi. C'est bizarre quand même. Je lui ai dit hi, c'est pas devant toi hier, je suis allée faire un retrait à la banque là. Il dit, ah, j'avais oublié. Donc, je suis allée, je me suis dirigée à la caisse. Le patron me mettait là. Je me suis dirigée à la caisse. Je regarde parce qu'il y avait un bloc de 5 millions. Parce que tout était dans l'enveloppe. Donc, le bloc a disparu? Le bloc a disparu. Donc, j'ai pris l'argent. Au fait, j'ai tiqué un peu. Parce qu'il ne faut pas accuser sans... Au fait, j'étais un peu... Sans en être sûr. Un peu paniquée, au fait. Donc, j'ai pris l'argent en question. L'argent qui était là, j'ai remis ce qu'il avait besoin. Parce que ce qui était là arrivait les 1 400 000 qu'il voulait. Donc, j'ai remis aux collègues. Donc, après, j'ai demandé au petit frère en question. Il dit, ah, tu n'as pas fait un décaissement à mon absence hier? Il me dit non. Il dit, ah. Donc, je suis allée m'asseoir d'abord à mon bureau. Essayer de voir un peu. Parce que j'étais un peu dépassée, au fait. Donc, j'ai essayé de réfléchir. Donc, j'ai demandé au patron. Parce que souvent aussi, il fait des décaissements à mon absence aussi. Et puis, il me dit après. Donc, je lui ai demandé, il dit, ah, tu n'as pas fait un décaissement? Il dit non, qu'il est venu, mais il n'a même pas touché. On va peut-être passer certains détails et aller à l'essentiel. Donc, à quel moment ils vont constater que les 5 millions... C'est moi qui ai dit. Ah, c'est vous? C'est moi qui ai dit au patron. Je lui ai dit que, ah, dès qu'il y a 5 millions qui ont disparu de la caisse. Parce qu'au début, le petit frère, il me disait, est-ce que tu as bien regardé? Souvent, ça peut tomber derrière le tiroir. Bon, il me... Arrivé à ce moment, j'étais énervée. Il a dit, mais j'ai bien fouillé. Ça n'est pas là. Donc moi, je n'ai même pas soupçonné quelqu'un. On était là jusqu'à... Je n'ai même pas informé quelqu'un. Je n'ai même pas informé mon fiancé, rien. J'étais là. Quand j'ai informé le patron, il a essayé de demander. Ça a été quoi sa première réaction? Il y avait un autre collègue qui était là. Il lui a demandé, il a appelé, il lui a dit que... Dongui a constaté qu'il y a 5 millions qui ont disparu de la caisse. Donc lui-même, il nous a donné jusqu'à lundi. La fête s'est passée vendredi. Il nous a donné jusqu'à lundi pour pouvoir retrouver l'argent. Donc c'est dans ça qu'on est resté. On était là. Donc arrivé à ce moment, il a appelé mon fiancé pour lui faire part de ça. Donc lui a dit que moi, je crois à ma femme à 100%, même à 1000%. C'est pas elle qui a pris. Si tu veux retrouver ton argent, appelle la PJ. Parce que c'est leur domaine. Tu appelles tout le personnel, ils viennent au bureau. Tous ceux qui sont au port, appelle-les, ils vont venir au bureau. Ton argent que tu cherches, tu vas retrouver ça. Parce que c'est leur domaine.
il n'a pas appelé la PJ. Parce qu'il a fait croire qu'il a appelé la PJ, qu'ils disent que ce n'est pas de leur ressort. D'accord. Parce que c'est plus tard au commissariat qu'on a appris, c'est ce qu'il a dit. Donc après, vous allez vous rendre au commissariat. Oui, parce qu'il nous a envoyés au commissariat du 2e arrondissement. Okay. Moi et son petit frère en question. Donc là-bas, on a expliqué les faits, tout. Il a déposé une plainte contre nous deux. Contre vous deux, d'accord. Parce que c'est vous qui manipuliez l'argent dans l'entreprise. Oui. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'il ressort donc de l'interrogatoire? Bon, là-bas, il y a le policier même qui m'a prise de côté, qui m'a dit que, ah, ma fille, est-ce que tu as confiance au petit frère? Parce que cette histoire-là, je ne sens pas. Ah, peut-être qu'ils ont... Ils l'ont fait aussi avec le petit frère en question. Il dit cette histoire, je ne sens pas. Vu mon expérience, c'est ce que le policier m'a dit. Vu mon expérience, ça m'étonnerait que le petit frère n'ait pas sa main dedans. Comment je lui ai dit, moi j'aime banaliser les choses. Il lui a dit non, ah vous aussi. Parce que j'ai confiance en lui, vous avez trop confiance en lui, en fait. Que c'est pas lui, je ne pense pas. Peut-être que... Au fait, je voulais expliquer au fait, peut-être que, bon, je ne pensais pas que c'était lui. Jusqu'à ce qu'il y ait un autre collègue qui vienne, qui dise que oui, il y avait une seconde clé qui a disparu. Parce qu'ils avaient déjà tapé le PV, tout, on devait nous déférer le lundi à la MACA. Sérieux? C'est-à-dire, moi, j'allais me retrouver à la MACA. Je n'ai rien fait. Mais avant parce que je voulais travailler. Allez-y. Donc, avant ça, il n'y a pas eu de signe précurseur. Je veux dire, le petit frère en question qui gérait avec vous les décaissements, il n'a jamais commis aucun écart. Il était vraiment blanc. Oh, je ne sais pas. Il gérait tout avec son frère. Et vous n'avez jamais douté de lui avant ce jour-là? Non. Jamais. Moi, je n'ai jamais douté. Parce qu'avant ça, il vivait en famille, au fait. Lui, il vivait en famille. Son frère vivait... Si on s'en tient à vous dire, c'est que le patron n'avait pas totalement confiance en son petit frère. Par rapport à oui, justement parce que finalement, il va lui confier la gestion de la comptabilité, la gestion de la caisse, etc., etc. Parce qu'avant ça, le petit frère avait déménagé. Passé une semaine avant, ou bien 2 semaines avant, moi, il m'a confié qu'il a déménagé. Il a pris une maison. Parce que moi, je lui donnais beaucoup de conseils. Qu'il se prenne en main, tout ça. Qu'il range un peu sa vie. Il était un peu... Il a un enfant ici, il a un enfant là-bas. Bon, d'accord, on ne va pas tout déballer. Hein. Donc, quand il a pris sa maison, moi, il m'a fait part de ça. Ok. Moi, mais je lui ai dit, est-ce que tu as informé ton grand frère? Il m'a dit non. Il a dit, mais tu as pris une maison au Remblai. Tu sais très bien que ton grand frère au Remblai, forcément, un jour, vous allez vous croiser. Il dit non, lui, ne lui dit pas. Donc, son grand frère, il était toujours en famille. Maintenant, c'est 2 semaines après que le vol a eu lieu, au fait. D'accord. Alors, sauvé par le gang, on vous envoie une clé. Et non, pas qu'on vous envoie une clé. Vous avez un collègue qui vient dire à la police qu'il y a une clé. La deuxième clé, en fait, a disparu. Oui. C'est dans ça qu'on nous a libérés. Ça a été comme une bouée de sauvetage pour vous, quoi. Le dimanche... Le dimanche, aux environs de 20h, on nous a libérés. Bon. Mais ça ne sera pas la fin, parce que le directeur, il veut coûte que coûte, retrouver son argent. Oui. C'est ainsi que vous allez vous retrouver parce qu'il y a son ami, manager de bar, qui l'a convaincu qu'il connaissait une dame à Port-Boué qui fait le balai, qui pouvait retrouver la personne, que la dame n'a jamais échoué. Que lui, il a toujours assisté à des trucs, tout. Donc, il a convaincu. Donc, il a fait part à un ami qu'ils ont en commun avec mon fiancé. Donc, ils se sont rencontrés quelque part. Alors, pour ceux qui nous regardent de l'international, qui ne savent pas de quoi il s'agit exactement, le balai, ce n'est pas le balai qu'on utilise pour faire le ménage. Le balai, c'est un balai, mais qui est utilisé à d'autres fins. Voilà. C'est un phénomène paranormal, ça relève du mysticisme. Donc, à partir de ce balai-là, selon certaines cultures, on peut détecter ou retrouver un voleur. Voilà. Fiabilité, ne comptez pas sur moi pour vous dire, pour vous en dire plus à ce sujet. Donc, vous allez vous retrouver chez la bonne dame. Oui. Et qu'est-ce qui va se passer ce jour-là? Parce que ce jour-là, tous les collègues étaient là-bas. Parce que moi, mon fiancé m'a dit qu'il ne croit pas. Il a dit à son frère, son meilleur ami, il lui a dit que je ne crois pas au charlatanisme. Moi, j'ai fait la criminaux.
Et puis, j'ai été victime de ça en 2004. On m'a accusée injustement. C'est pour ça que je crois en ma femme à 100% que ce n'est pas elle. Parce que c'est du faux. Donc, son frère lui a dit, mais tu t'opposes pourquoi? Qu'est-ce que tu te reproches? Que moi, je dis, on va aller faire, on va faire. Il a appelé tout le personnel. Moi, j'étais la dernière personne à arriver chez la dame en question. Parce que j'ai eu du mal même à retrouver chez la dame. Je suis allée avec ma petite soeur. Donc, quand vous arrivez, bah, tout le monde vous attend. Hein. Oui, parce qu'on m'appelait, les collègues m'appelaient. Ah, c'est toi qu'on attend. Comme si je n'avais pas envie de partir, au fait. Mon fiancé m'a dit, non, ne va pas. J'ai dit, non, si je ne vais pas, c'est comme si c'est moi qui ai pris l'argent. Donc, il faudrait que je parte. Donc, c'est dans ça que je suis arrivée. Oh. Je suis là. Nous sommes vraiment désolés. Hein. Ouais. Désolés de vous faire pleurer. Désolés de savoir que 3 ans ou 4 ans après... Vous demeurez toujours marqué, vous avez toujours mal. La suite, on la connaîtra dans quelques petits instants, mais je voudrais m'adresser à M. Zabi. Alors, vous entendez le témoignage, et là, on s'apprête à dérouler le contenu, à dérouler les faits qui se sont produits chez la charlatane en question. Déjà, le balai, qu'est-ce que ça vous ramène comme idée? Le balai me ramène... directement à Manfla, mon village. D'accord. Manfla, mon village, parce que c'est une pratique culturelle qu'on retrouve un peu partout en Afrique. Hein. C'est une pratique culturelle pour détecter justement les voleurs ou les menteurs ou tout ce qu'on veut, vous l'avez dit déjà. Et donc, c'est une pratique culturelle dans laquelle beaucoup de personnes croient. Mais est-ce qu'ils ont raison de croire en ça? Le problème se trouve là, en fait. Parce que le problème, c'est les croyances contre la logique. C'est cela. Les croyances contre la science. Tout le débat va se dérouler là. Et il y a des faits qui peuvent orienter, si vous voulez, celui qui est le charlatan dans un sens ou dans un autre, dès le départ. Dès le départ, on a affaire à 2 personnes dans une entreprise qui manipulent l'argent. Donc déjà, les soupçons sont très orientés. On sait qu'on n'a pas affaire à tout le personnel, mais le personnel, leur présence, c'est pour la forme. Mais on sait que les soupçons sont orientés directement vers 2 personnes. Et la bonne dame, elle est être humain, elle est dotée d'un cerveau, d'une conscience, elle raisonne. Elle s'est dit, voici 2 personnes qui manipulent une caisse. Moi, mais je les regarde. Et on regarde, il y en a un qui est là, et il y en a une qui n'est pas là. Elle a ses raisons pour ne pas être là. Moi, pour le moment, je ne parle pas de ça. Et je ne la soupçonne de rien du tout. Je suis juste dans un raisonnement. La deuxième personne n'est pas là, tout le monde l'appelle, il faut venir, il faut venir. Elle s'est dit, si elle n'a pas quelque chose à se reposer, elle serait venue tout de suite. Donc déjà là, dans sa tête, il y a la suspicion. C'est la première suspecte en fait. La première suspecte. Et ça se passe même dans toutes les polices du monde. On soupçonne quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'on accuse directement la personne, mais on se dit, il y a de forts risques que la personne soit coupable. Donc on va vérifier sa culpabilité. Elle va venir. On va lui demander des choses avant de passer à la pratique même du balai. On va lui poser des questions auxquelles elle va répondre. En off, tout à l'heure, j'ai échangé avec elle et elle me disait qu'elle avait tellement confiance dans son collègue de travail là, qu'il y a des choses minimales qu'on fait dans une entreprise qui se respecte. 2 personnes gèrent une caisse. La chose minimale, c'est qu'avant de passer la charge à quelqu'un, on fait un point de caisse. C'est cela, exactement. Voilà, j'ai travaillé la journée, j'ai eu tel montant d'argent, on a fait sortir tel montant d'argent, il en reste tel montant, on compte, je te confie ça, je m'en vais à la maison. L'excès de confiance a fait que ce minimum n'a pas été fait. Du coup, tout le monde se pose des questions. Tout à fait. Pourquoi? Et donc, qui? La bonne dame, elle est celle qui fait la pratique du balai. Comme je l'ai dit, on n'a pas besoin d'aller faire Harvard pour se poser ce genre de questions. Elle s'est dit, certainement que c'est elle. Et certainement qu'on lui avait fait part de ce qui s'était réellement passé, on lui avait expliqué qui tenait la caisse, etc., etc. Et encore, une autre preuve, une autre supposée preuve qu'elle peut avoir, la dame ne s'emmène pas. Elle vient en retard. Tout le monde l'attend et elle n'est pas là. Elle a peut-être peur de venir. Alors, la suite, ça sera quoi, Miss Dongui? Oui, quand je suis arrivée avec ma petite soeur, tout le monde était là, on nous attendait. Donc, la dame a demandé, ils avaient déjà expliqué à la dame, on dirait qu'elle voulait qu'on réexplique encore.
Parce qu'elle avait déjà donné le montant auquel elle faisait sa pratique. Elle avait dit 22 500, je crois. Maintenant, moi, j'ai réexpliqué en djoula. Parce que comme je me débrouille un peu en djoula, je lui ai expliqué en djoula. Je lui ai dit que oui, c'est 5 millions qui sont perdus. On dirait qu'on ne lui avait pas mentionné les 5 millions, le montant perdu. Donc, quand j'ai fini de lui expliquer, elle a dit, ah, c'est que elle va faire ça à 50 000 francs. Ce n'est plus 22 500. Elle va faire ça à 50 000 francs. Comme par hasard. Une chose qu'ils ont essayé de négocier avec elle. Je crois bien que le patron a donné 30 000 francs à la dame. Parce qu'elle disait dans l'une de ses vidéos qu'elle ne prend pas de l'argent, mais c'est faux, elle prend de l'argent. Ce n'est pas cadeau, ce n'est pas gratuit. Alors, quand vous dites qu'elle disait dans l'une de ses vidéos qu'elle ne prenait pas de l'argent, vous faites allusion à quelle dame? Madame Zerbo Aminata, la dame de Versailles. Ok, d'accord, on y arrive. Donc, c'est la même dame, en fait, dame. qui a été à l'origine de l'affaire des Versailles. Ok. Donc, vous avez vu la vidéo, vous êtes sûre et certaine que c'est la même? Oui. Ok. Parce que quand j'ai vu, c'est sur WhatsApp que j'ai vu. Mon fiancé avait déjà vu. Parce que quand moi j'ai vu, moi je ne suis pas trop réseaux sociaux. Quand j'ai vu, je l'ai appelé automatiquement. Il a dit, ah, est-ce que tu as vu, il y a une vidéo qui circule là, tu as vu? Lui, il m'a dit oui, que j'ai vu, mais bon, il a dit, ah, mais pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire? Il dit, non, bon, lui, il ne savait pas que c'était la dame, au fait. Parce qu'on pensait que la dame était au Burkina. Parce que lors de l'audience, elle ne s'est pas présentée. Parce qu'on dit, non, ses enfants disent qu'elle allait au Burkina. Donc, nous, on s'est dit qu'elle ne faisait plus cette pratique. Parce que mon fiancé lui avait donné des conseils. Il lui avait dit de ne plus faire ça, que ça ne l'honore pas. Pour une vieille, pour une maman, pour des musulmans, qu'elle arrête ça, quoi. C'est ce qu'il lui avait dit à la brigade des recherches. Alors, moi, je veux savoir, c'est vrai qu'on constate que c'est la même dame de Versailles. Puis, vous parlez, je vais m'adresser à vous, notre professionnel. C'est vrai qu'elle a cette faculté de détecter certaines choses par rapport à son retard et autres, tout ça, vous avez parlé de cela. Mais cette dame-là, il paraît qu'elle est dans cette pratique-là, ça fait plus de 30 ans qu'elle est là-dedans. Est-ce que quelque part, 30 ans qu'elle est dedans, et puis elle est toujours là, les gens vont toujours la voir. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une part de vérité dans ce qu'elle fait? Moi, je ne saurais avancer qu'il y a de la vérité ou du mensonge si je n'ai pas fait d'études. C'est un réflexe que j'ai de ne pas me fier à quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc, je ne peux pas dire que parce qu'elle a 30 ans d'expérience dans son domaine, donc elle est forcément hyper experte dans son domaine. Parce qu'on peut faire 100 ans de mauvaise expérience. 100 ans de mauvaise expérience. C'est clair. Donc, le nombre d'années d'expérience ne nous conduit pas directement à l'expertise. Ça, je m'en tiens à ça d'abord. Deuxièmement, je l'ai dit au départ, c'est une question d'abord et avant tout de croyance. Ceux qui y vont, c'est ceux qui y croient. Est-ce qu'ils ont tort d'y croire? J'en sais rien. Est-ce qu'ils ont raison d'y croire? J'en sais rien également. Si on était dans un monde intéressant, et je pense qu'on va y arriver, on interroge le phénomène lui-même. Est-ce que c'est une pratique qu'on doit continuer ou on doit arrêter? Si on doit continuer, quels sont les fondements? C'est ce que les Occidentaux font. Il y a un phénomène qui existe, on fait le constat de l'existence du phénomène et on interroge le phénomène. Et l'interrogation du phénomène nous emmène à découvrir des choses. Malheureusement, en Afrique, nous avons des pratiques auxquelles nous assistons. On n'interroge jamais ces pratiques, on s'arrête au constat, on fait valoir nos émotions et on suit la mouvance. D'accord. Manuela? Dans le prolongement des propos de M. Zabi, oui, tout repose sur la fiabilité, en fait. Et je pense qu'après le buzz qu'a provoqué la vidéo de Versailles, il y a eu justement plusieurs expertises et plusieurs dames qui pratiquent la même, je ne sais pas si on peut appeler ça une tradition ou une coutume, et qui ont montré que selon la manière dont on tient les épis, le balai, on peut serrer à sa guise, en fait. Donc, c'est la fiabilité. Il n'y a pas d'études qui prouvent techniquement que c'est fiable. Donc, les choses peuvent être orientées, les dés peuvent être déjà pipés depuis le départ. Alors, finalement, vous êtes accusé. Donc, à l'instar de ce qu'on a vu sur la vidéo de Versailles, le balai va serrer votre cou. Pareil. Ça a été pareil. Parce que quand elle a dit qui va passer, je me suis proposée de passer la première. Parce que j'étais déjà sur les nerfs, tout. Donc, je me suis proposée. Je lui ai dit que je vais passer. Puisque c'est nous qu'on accuse. Donc, je vais passer, je vais m'asseoir. Donc, quand elle a fait une première fois sur tout le monde, ça n'a pris personne.
Donc c'est la deuxième fois. Moi, même si vous êtes passé, ça vous a pas pris la première fois, oui. Aucune réaction. Oui. Maintenant, la deuxième fois, quand je suis passée, c'est là elle a fait, ça m'a attrapée. Elle a dit, tant que tu ne dis pas la vérité, ça ne te laisse pas. Tu vas mourir là. Alors, Dongui, on aura la suite tout à l'heure. Mais si on ne part pas pour la pub, sincèrement, Ballet va serrer moi. Oh non, laisse-moi là. Oh non, 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 non. Si vous êtes avec nous depuis 12 heures, vous faites bien. Merci donc de rester en notre compagnie pour la suite de cette histoire. Nous avons mademoiselle Dongui qui est avec nous, qui a été donc accusée de vol. Elle a été accusée par son employeur d'avoir volé la somme de 5 millions de francs CFA. Innocentée, je dirais, entre griffes par la police. Elle va donc se retrouver chez une charlatante qui l'accuse d'avoir volé cette somme parce que Ballet a serré son cou. Voilà. Alors, Dongui, on poursuit l'histoire. Donc, finalement, au deuxième tour... Oui, le Ballet m'attrape. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la sensation que vous avez ressentie ce jour-là? Ça ne s'explique pas, ça se vit. Ça se vit. Parce que quand ça te sert... La honte que j'ai ressentie, parce qu'il y avait ma petite soeur qui était là, quand elle a percé la tête. Est-ce que vous... Je n'ai jamais été humiliée de ma vie. Oh là là. On est vraiment désolé. Hein. On imagine un peu avec tout ce que nous avons vu sur la toile, avec l'affaire de Versailles. J'ai été toujours honnête. J'ai toujours travaillé dans cette boîte-là. Je me suis toujours donnée à fond dans cette boîte. Parce que c'est des gens à qui j'avais confiance, au fait. Et puis qui m'ont fait ça. Et des personnes très proches de vous, d'ailleurs. Une famille, en quelque sorte. Parce que j'étais prête à mourir, au fait. Parce que quand on te dit, tant que tu ne dis pas la vérité, je me dis qu'il y a deux vérités. Soit c'est toi, soit c'est pas toi. C'est ça. Mais pourquoi dire que c'est moi? Pourtant, c'est pas toi. Alors que c'est pas moi. C'est pas moi, là, c'est une vérité aussi. Et on veut forcément que je dise que c'est moi. Et là-bas, tout le monde me posait cette question. La dame disait, démontez lui, où elle l'a mis. Il dit que c'est pas moi. Est-ce que vous vous êtes évanouie aussi? Non. D'accord. Jusqu'à ce qu'elle me laisse. Mais vous n'avez pas dit que c'était vous? Parce que de Versailles, malgré ça serrait son cou, il disait que c'était pas lui. J'ai pas dit que c'est moi. J'étais prête à m'asseoir encore. Qu'elle refasse. Parce que j'ai dit que c'est pas moi, c'est pas moi. Et 3 ans après... Et là-bas, la seule personne qui a cru à mon innocence, c'était le petit frère en question. Il m'a prise de côté. Parce que tout le monde m'a accusé, au fait. Tous mes collègues m'accusaient. Le petit frère a dit, donc je sais que c'est pas toi. C'est ce qu'il m'a dit. Quand on est sortis. Et après ça, eux tous se sont retrouvés, tous les collègues se sont retrouvés à l'abattoir. Et quand j'ai appris ça, ils sont allés manger de la viande, tout, comme s'ils avaient attrapé leur voleuse. Vraiment, on est désolé de tout ce que vous avez ressenti ce jour-là. Mais si je vous repose la même question aujourd'hui, était-ce vous? Non. C'est pas vous? Non. Sûre et certaine que c'était pas vous. Et les choses se sont déroulées ainsi. Parce que... Alors, ce que je veux rajouter, c'est vrai que nous recevons mademoiselle Dongui ici sur le plateau de Ce Midi, mais nous ne prenons pas parti pour elle. Voilà, on est très impartial, on ne prend pas parti pour elle. Et l'affaire est encore en justice parce qu'elle a porté plainte. Elle a été innocentée, donc elle a porté plainte pour l'humiliation qu'elle a subie. Mais nous donnons tout de même un droit de réponse à la partie adverse. Si vous pensez que vous avez suffisamment d'arguments pour l'accuser, vous pouvez venir. Si vous avez confiance dans vos pratiques, etc., nous vous invitons à venir donner votre droit de réponse. En tout cas, beaucoup de courage à vous, Dongui. Oui. Oui.
le petit frère lui a dit juste après, en fait, qu'il était certain que ce n'était pas elle. Alors, étant donné que vous étiez deux personnes à être accusées et que l'une d'entre vous deux vous interpelle pour dire qu'elle est certaine que ce n'est pas vous, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Est-ce que vous vous dites qu'il a certainement la réponse? Non. Vous aviez toujours... Elle lui faisait confiance à 100% en fait. Elle avait totalement confiance en lui. Je n'ai même pas dit... En fait, c'est mon fiancé qui doutait un peu. Parce que lui, il a fait la criminologie. Il a une licence... Il doutait de lui. Oui, il a une licence en criminologie. Même quand on était au commissariat, c'est mon fiancé qui s'occupait de nous deux, au fait. C'est lui-même qui lui a prêté son tricot pour qu'il puisse porter, pour se changer tout. Son grand frère n'est même pas venu le voir quand on était enfermés au commissariat. Son grand frère ne s'occupait même pas de lui. C'est mon fiancé qui s'est occupé de nous deux quand on était au commissariat. Donc, lui, arrivé à ce moment, il doutait un peu de la réaction de... Lui, il analyse beaucoup, au fait, les gestes. Donc, il doutait un peu du petit frère en question. Mais comme c'est son petit frère aussi, puisque l'autre, c'est son frère aussi. Donc, il n'a pas voulu trop rentrer dans les détails. C'est après, au fil du temps, qu'il m'a fait savoir ça. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à une autre étape de cette émission. Vous aurez la parole. Je suis sûre que vous avez envie d'intervenir, mais ça viendra. Manuela Pocosi va nous partager un peu, va nous faire part de ses recherches sur les croyances ancestrales et aussi des exemples de traditions qui nous seront donnés. On retrouve Manuela et nous poursuivons l'émission. Manuela Pocosi Koulibaly, c'est la chronique du jeudi. Comme on le disait un peu plus tôt, les croyances ancestrales magico-religieuses ont longtemps régi le fonctionnement du monde. À une certaine époque où on ne disposait pas encore forcément de science pour résoudre les litiges et enquêtes, eh bien ces croyances et ces traditions étaient une référence, un outil pour que justice soit rendue. Alors je vous propose de faire rapidement ensemble le tour de quelques croyances ancestrales d'ici et d'ailleurs. Chez nous en Côte d'Ivoire, il y a de nombreuses méthodes dont le balai, c'est le sujet du jour, pour parvenir à la vérité et j'en ai pioché deux. Alors le premier est le feg que l'on retrouve chez l'ethnie Sénoufo et qui fonctionne en fait comme un sachet de thé à l'intérieur duquel on introduit des plantes mélangées à de la poudre et on trempe ce petit sachet de thé dans de l'eau qui est contenu dans une assiette en terre cuite. Alors selon le nombre d'accusés, chacun prend donc son petit sachet de thé qui va devoir tremper dans l'eau lorsque ce sera son tour. Alors dans le cas d'un vol, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, la couleur de l'eau changeait lorsque le coupable trempait son sachet dans l'eau. Dans le cas d'un litige terrien qui pouvait opposer une ou plusieurs personnes, eh bien celui à qui appartenait la terre disputée retrouvait un peu de cette même terre dans le sachet lorsqu'il le retirait de l'eau. Et dans le cas d'un meurtre, on apercevait les cheveux du cadavre à l'intérieur du sachet. Pour le deuxième exemple, c'est surprenant, hein. Le deuxième exemple, j'ai regardé chez les Dioula avec une pratique qu'on appelle dabakuruni. J'espère que je prononce palinké, Dioula, c'est ça, qui consiste à introduire une pioche métallique dans le feu. Donc elle devient rouge, brûlante, et chaque suspect doit y apposer la langue, autrement dit laper la pioche. Et le coupable donc aura la langue brûlée, tout simplement. Alors à présent, on fait un stop rapide en Afrique anglophone avant de clôturer avec l'Occident. À l'approche de la Saint-Valentin, fête de l'amour, j'ai sélectionné une pratique qui est répandue au Kenya, en Afrique du Sud et en Ouganda. Elle porte différents noms selon les pays. En Afrique du Sud, par exemple, on l'appelle le mouti. Et elle consiste à surprendre des conjoints infidèles en plein ébat, autrement dit la main dans le sac. Donc vous verrez normalement à l'écran une vidéo qui a fait la une de la presse kenyane en 2018. Un mari trompe sa femme avec sa belle-sœur. Coincés dans leurs draps, les amants ont dû appeler la population à l'aide pour les transporter chez une praticienne aussi. Voilà, on voit les images. Alors si chez les Occidentaux, cette situation peut relever d'autres raisons que l'adultère, ça porte le nom de pénis captivus. Je ne ferai pas la traduction, je pense que c'est assez explicite, hein, c'est assez explicite pour tout le monde. Eh bien, on le prend très sérieusement dans certaines régions, dans certains pays africains, et l'on raconte qu'il est impossible de séparer les deux amants si le conjoint qui a lancé le sort ou bien un médecin traditionnel n'intervient pas. Autrement dit, ça va se savoir. Pour achever cette chronique du jour, on dépose désormais nos valises en Occident, qui n'est pas en reste, parce que du côté de l'Occident, on utilisait aussi des voyants, des médiums, des gens comme ça au pouvoir dit surnaturel pour résoudre des enquêtes. Plus récemment, on a découvert les mentalistes dans la vie réelle qui ont fait l'objet d'une série très connue aux États-Unis et qui aident parfois à résoudre des enquêtes policières. Alors davantage attachés à la rationalité
Plutôt qu'à la spiritualité, l'Occident s'est tourné vers la science et la justice pour démêler les enquêtes. Mais même si elles ont permis une approche moins arbitraire que ces méthodes, ces coutumes religieuses, elles peuvent être aussi inexactes. Et c'est justement, je voulais en arriver là. Dans le cas de Dongui, aujourd'hui, on a des poursuites judiciaires, mais ces traditions-là peuvent mener à des choses beaucoup plus graves, en fait, entraîner même la mort, le suicide des gens, et c'est très dangereux. Alors, pour évoquer une erreur judiciaire qui s'est passée aux États-Unis, on a l'affaire Rodney Reed. C'est un Afro-Américain de 53 ans qui était dans le couloir de la mort parce qu'on l'accusait d'avoir assassiné une jeune américaine, blanche de 19 ans. Il a passé 21 ans, voilà. De 1998 à 2019, il était dans le couloir de la mort. À 6 jours de son exécution, l'État du Texas a finalement annulé la peine. Pourquoi? Eh bien parce que des hommes politiques et des célébrités comme Kim Kardashian et ce genre de personnalités sont intervenus ou ont fait pression. Mais sans ça, imaginez-vous, il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent, et qui sont condamnées à mort alors qu'elles sont innocentes. Et son innocence, justement, a été prouvée quelques temps après. Donc ce monsieur serait mort pour Merci beaucoup. Merci Manuela pour la petite. Et voilà. Donc vous êtes susceptible de passer en justice lorsque vous accusez à tort. C'est à dessein que Dongui a donc porté plainte contre les personnes qui l'ont accusé. Et aussi, j'ai une nouvelle pour les personnes qui pratiquent la sorcellerie. L'article 205 du Code pénal ivoirien punit la sorcellerie, est puni d'un emprisonnement d'1 à 5 ans et d'une amende de 100 000 à 1 million de francs CFA. Quiconque se livre à des pratiques de charlatanisme, sorcellerie ou magie susceptibles de troubler, je dis bien susceptibles de troubler l'ordre public ou de porter atteinte aux personnes ou aux biens. Alors je reviens à vous, Monsieur Zabi. C'est vrai qu'on est dans le domaine du paranormal, donc difficile de trouver des explications scientifiques. Mais dans ce cas précis, la question qu'on se pose, il y avait beaucoup de personnes qui sont passées au balai. Mais pourquoi c'est elle qui a été attrapée, c'est elle dont le cou a été serré par le balai? Est-ce qu'il y a une explication à cela? Moi, je peux risquer une explication. Avant de venir, il y a des faits objectifs qui sont déroulés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'absence comment on appelle ça, de point de caisse qui a été fait entre elle et puis son collègue, le retard qu'elle a accusé sur le lieu de l'enquête paranormale, là. Tous ces faits-là sont objectifs et pouvaient pousser ou bien orienter la réflexion dans une direction précise. En dehors de ça, il y a quelque chose d'autre. C'est que quand on est dans une situation particulière, on vit une vie intérieure, si vous voulez, régentée par nos émotions. Et dès lors qu'on est sous émotion forte, automatiquement, il y a un jeu endocrinien qui se déroule à l'intérieur de nous. On sécrète systématiquement des hormones. Lesquelles des hormones nous amènent à des réactions précises. Et ceux qui s'y connaissent, ils savent. Quand, par exemple, quelqu'un a peur, si la personne a un teint clair comme les vôtres, là, ça se voit tout de suite, la personne peut rougir. Si quelqu'un est sous angoisse, la personne va fréquemment dans les toilettes pour faire pipi, il y a des signes objectifs qui montrent ça. Donc, si moi, je connais tout ça, je suis assis, on accuse 10 personnes, je regarde les 10, je suis à l'affût de mes symptômes objectifs. La personne que je veux voir qui ne reste pas en place, qui bouge beaucoup, je me dis, attends, il y a quelqu'un qu'on peut accuser ici. Donc, il y a des choses qui orientent. Et c'est de cela que les policiers, en général, se servent. C'est de cela que tous ceux qui sont enquêteurs, ils se servent pour mener leurs enquêtes à bien, en général. Ça ne veut pas dire que ça oriente directement vers le coupable. Mais ce sont des orientations. Miss Dongui, finalement, les 5 millions de francs ont été retrouvés ou pas? Oui, ou le coupable? Bon, on ne sait pas. Mais aux dernières nouvelles, parce que après, chez la charlatane, il allait voir mon fiancé, le patron en question, pour lui dire qu'il me dise de lui remettre ces 5 millions. Que parce qu'il est convaincu à 100% que c'est moi. Que parce que la dame n'a jamais failli. Parce qu'il dit au début, il n'y croyait pas, mais maintenant, il y croit. C'est ce qu'il a dit à mon fiancé. Qu'il ne veut plus travailler avec moi. Que mon fiancé me dise de lui remettre son argent. Que sinon, quand il va poursuivre l'affaire, où ça va arriver, ça va arriver. C'est ce qu'il a dit. Donc, on lui a dit de poursuivre après. Arrivé à ce moment, bon, on ne sait pas ce qui s'est passé entre lui et son petit frère. On va aller très rapidement. Vous avez été innocenté ou pas? Non, mais jusque-là, non. Jusque-là, non.
Mais vous parce que c'est moi qui ai déposé la plainte. Parce que c'est son inaction qui m'a poussé à aller déposer une plainte. Parce que vous m'avez accusé injustement. Vous ne menez plus d'action. Tu as rappelé ton petit frère venir travailler avec toi. Et moi, je suis à la maison. Je souffre. Parce que moi et mon fiancé, on souffrait. Il a même quitté Abidjan à cause de ça. Parce qu'il n'arrivait plus à surmonter. Parce que moi, avec ce que j'ai subi, avec ce que son frère, celui qui prétendait être son frère, l'a fait, il a préféré rentrer. Il a laissé Abidjan, il a préféré rentrer à l'intérieur. Parce qu'il dit Abidjan ne lui plaît plus. Alors, avec ce qu'il a vécu. On va revenir, si le temps nous le permet, parce que notre docteur ou juge, docteur, je ne sais plus quoi, docteur juge est impatient d'utiliser sa piqûre. On le retrouve juste après la pub. La piqûre de Docteur Philo. Là, on n'est pas, comme on l'a dit, on n'est pas là pour faire le procès de qui que ce soit. Et, donc, et puis l'affaire est en justice. Donc, voilà. Donc, on attend les résultats de l'enquête. Mais ce que je vais dire, c'est je vais vous regarder droit dans les yeux. Ne comptez pas sur moi pour balayer du revers de la main nos pratiques ancestrales. C'est-à-dire, ce balai-là, je ne vais pas le jeter. Parce que ça nous a servi quelque part un jour dans notre vie. Ça, c'est clair. Ça, c'est nos pratiques. Moi-même, vous ne savez pas comment, quel balai ont mis sur mon pied, je suis assis à la télévision. Donc, je ne vais pas balayer ça du revers de la main. C'est nos traditions, c'est nos coutumes, c'est notre croyance. On dit, quand tu crois à quelque chose, ça t'arrive. Excusez-moi, madame, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Vous n'êtes pas obligé. Quand moi, je ne crois pas à quelque chose, je n'y vais pas. Et s'ils allaient partir couper votre tête pour aller débrouiller chez la femme, puis elle allait mettre balai dedans. Ah non, 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 on vous dit de venir. Je ne vais pas, je n'y crois pas. Mais c'est certainement qu'elle se faisait confiance. Alors aujourd'hui, vous voulez piquer qui? La dame Les deux, elle et puis le gouvernement. Ok. Alors, non, ne partez pas. Je vous dis que quand vous ne croyez pas quelque chose, vous ne partez pas. Même si on vous oblige à y aller, vous allez vous réfugier à la police. On veut m'envoyer dans un coin, je ne crois pas. À partir du moment où vous partez, c'est que vous y croyez. Vous attendez à quoi? Même si vous avez confiance en vous, vous attendez à quoi? Donc quand je ne crois pas quelque chose, je ne vais pas là-bas. En même temps, profiter pour deux autorités de mettre de l'ordre quand même dans cette situation. C'est vrai qu'il y a une pratique, mais la justice est là. Il faut mettre de l'ordre. C'est une pratique qui existe. Si ça va pas à cause des déversations, on savait que ce genre de choses-là existent. Les marabouts se promènent tout le temps. Il faut aller mettre de l'ordre dans ce circuit-là et puis permettre aux uns aux autres, sinon on risque de me répéter, d'assainir ce milieu et puis si possible, faire la part des choses. Mais je m'arrête là, j'ai tellement de choses. Et merci beaucoup. Que la justice triomphe. Alors très rapidement, on a quelques réactions avec Paulus. On peut y aller avant la fin de cette émission. Tout à fait. Alors, ils étaient déjà 1500 personnes à suivre l'émission en direct sur la page Facebook, sinon environ 2000 personnes. Et certains ont laissé des commentaires. C'est le cas de Innocent Makotio qui, pour lui, estime que cette affaire de balai, c'est une pratique d'escroquerie et de mensonge. Juste en dessous, on a un commentaire anonyme qui dit même à la justice, il y a des cas déclarés coupables par erreur. Donc, pour lui, il peut arriver que le balai également désigne par erreur, mais il ne faut pas désacraliser cette réalité culturelle. Le dernier message, c'est Claude Armel Sewan qui dit, comme on le dit en Afrique, notre continent a ses mystères et ce sont donc des pratiques qui existent et certaines personnes ont témoigné après qu'elles aient été désignées par le fameux balai comme coupables. Merci infiniment, docteur. Merci, Paulus. Madame Kabouré. Docteur Kabouré me fait vous appeler Docteur Paulus. En tout cas, merci beaucoup. Vous voulez rajouter quelque chose rapidement avant qu'on ne se dise au revoir? La seule chose que j'ai envie de dire, c'est qu'il ne faut peut-être pas jeter aux orties toutes les pratiques culturelles africaines, mais il ne faut pas aussi les appliquer sans y jeter un regard. Parce qu'on peut détruire la vie des gens avec. Oui, allez-y très rapidement. Vous avez 10 secondes. Parce qu'en fait, la vieille en question, quand elle a su que j'étais Samoro comme elle, c'est-à-dire de la même région qu'elle. Oui, elle a dit si elle savait ça, elle n'allait pas m'attraper. Parce qu'elle peut jamais attraper son parent pour donner à quelqu'un. C'est ce qu'elle a dit. Oh là là, d'accord. Le balai qui attrape, c'est elle. C'est pas le balai. C'est elle qui dirige son balai. D'accord. Nous, on ne va pas se prononcer là-dessus, mais tout de même, on vous souhaite beaucoup de courage. Et voilà, que vous soyez lavé de toute humiliation. Les filles de Flaya, dans le département de Goïtafla, sont avec nous. Merci d'avoir assisté à l'émission de lycée technique de Cocody. Merci infiniment. L'émission est terminée. On se retrouve demain pour la finale. D'ici là, joyeuse fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. Restez sur RTI 1.